L'agence Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo. Bonjour à tous, voici Alad. Dans notre émission Les clés de l'immobilier saison 2, j'ai une fois de plus l'honneur et le plaisir de recevoir Maître Jean-François Bussou. Bonjour Maître. Bonjour Bastien. Maître, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est qu'une SCI? La société civile immobilière est une forme de société française destinée à la gestion et la détention de biens immobiliers. Oui, on peut donc s'associer pour constituer une société civile immobilière et donc investir, détenir un ou plusieurs biens immobiliers. La constitution de la société est assez rapide. On préconise bien évidemment de se rapprocher d'un notaire, potentiellement pour la rédaction des statuts, c'est un peu technique, mais aussi un expert comptable peut réaliser cette mission ou un juriste compétent en la matière. D'accord. Je déconseillerais néanmoins de se lancer, c'est possible, ça reste possible, de se lancer dans la rédaction des statuts. C'est un peu trop technique, avec également un devoir d'immatriculation de la société, là aussi un peu technique. Donc, il vaut mieux se rapprocher d'un professionnel en la matière pour la constitution de la société. D'accord. Par rapport à une SCI, à partir de combien de personnes on peut créer sa SCI? Il faut 2 associés, effectivement, minimum. C'est vrai, on ne peut pas rester individuel dans une société civile immobilière. Donc, il faut les associer. Donc, soit des parents avec des enfants potentiellement, soit des personnes qui s'entendent correctement pour réaliser des projets ensemble. D'accord. Quelles sont les parts en général de détention de chaque personne faisant part si on prend le cas de 2 personnes qui créent une SCI? Généralement, ça va être du 50-50, mais on peut tenir compte, c'est vrai, de l'investissement de chacun dans le bien immobilier. Donc, s'il y a des apports significatifs, ça peut être des apports en capitaux, ça peut déterminer, influer la détention des parts de la société. On peut aussi rencontrer une volonté de se mettre 50-50 dans une société civile immobilière, mais malgré tout, avoir un investissement supérieur de l'un des associés. Mais ça va constituer, puisqu'il dépasse la quotité détenue dans la société, ça va constituer une avance en compte courant au sein de la société. Tout ça, ça peut se gérer, et bien sûr, pour que les intérêts de chacun soient préservés. Eh bien, c'est super. Dans ce cas-là, en parlant des intérêts de chacun, pouvez-vous nous parler des aspects civils et fiscaux de la SCI? La SCI, c'est vrai, peut s'avérer intéressante tant d'un point de vue civil que d'un point de vue fiscal. Oui. Sur le plan civil, notamment, c'est dans la rédaction des statuts que l'on va pouvoir gérer, essayer d'anticiper d'éventuels conflits futurs. Alors, à titre d'exemple, Vassia, mais parmi d'autres, lorsque par exemple nous avons des époux avec des enfants de lits différents, et lorsque, à son décès, on veut limiter les éventuels conflits, on peut avoir une société, mari et femme, et donc avoir effectivement un agrément systématique en cas de décès. Ça laisse la possibilité pour le conjoint survivant d'agréer les héritiers du défunt ou bien de refuser l'agrément. Et bien sûr, il y a un devoir d'indemnisation des enfants évincés qui ont droit à une indemnisation à hauteur de la valeur des parts dépendant de la succession qu'ils devaient recueillir. D'accord, super. Ça, c'est le côté civil. Exact. Côté fiscal, alors, on a plusieurs hypothèses dont je vais en parler, en évoquer 2 par exemple. La SCI, et c'est vrai, c'est un outil essentiel de transmission de patrimoine. C'est là où on peut avoir un intérêt à recourir à la société civile immobilière, mais pas forcément dans tous les cas. La question qui va se poser, c'est de savoir si on a recours à un emprunt pour son acquisition immobilière. Pourquoi? Parce que si on a recours à un emprunt, lorsqu'on veut ensuite transmettre dans un deuxième temps les parts de la société à ses enfants ou à ses héritiers, eh bien on va être fiscalisé, on va regarder quelle est la valeur des parts. Et la valeur des parts tient compte de l'actif, c'est le bien immobilier détenu par la société, et en passif, le solde de l'emprunt au jour de la donation, avec également les comptes courants d'associés qui peuvent aussi apparaître en passif. Donc ça va diminuer la base taxable, on peut transmettre plus pour moins de fiscalité et moins de frais. Ça, c'est un point. Et le deuxième point que l'on peut avoir aussi d'un côté fiscal, d'autres situations, ce sont des non-résidents ou étrangers, donc avec la possibilité et un intérêt qui peut avoir d'avoir une société et de tenir des biens en France via une société. Je m'explique. On a le cas parfois, et c'est le travail du notaire, de vérifier la convention existante
entre la France et le pays de résidence de l'investisseur ou le pays de la loi nationale de cet investisseur, eh bien on va regarder la convention et on va voir s'il n'y a pas un système intéressant pour lui fiscalement. C'est ce qu'il attend du notaire. Alors l'idée n'est pas d'éluder l'impôt en France et d'avoir l'impôt à l'étranger, mais c'est vrai que par exemple pour des résidents de Dubaï qui souhaitent investir en France et qui souhaitent être soumis à la loi lors de leur succession à la loi des Émirats arabes unis, eh bien, Oui. si on détient le bien en France via une société civile immobilière, ce sont des parts de société qui dépendront de la succession et ces parts seront fiscalisées aux Émirats arabes unis avec une fiscalité, c'est vrai, favorable. Si le bien, en revanche, est détenu en personne physique, eh bien, il y aura une fiscalité française, on sait qu'elle est un peu plus lourde. Bien évidemment, rien n'est à exclure, mais voilà, on doit apporter ce conseil-là, ce conseil global pour la prise de décision de l'acquéreur. En parlant de conseil global qu'on peut apporter, est-ce que vous pouvez nous apporter une explication sur un exemple comme on a deux personnes qui sont pacsées avec des nationalités différentes, des enfants de lits différents qui décident de se mettre dans une SCI que tous les deux, lorsque un des deux vient à décéder, à s'éteindre, comment se passe la SCI par rapport aux enfants? Eh bien, les parts de l'associé décédé vont dépendre de sa succession. Alors, on va regarder les statuts ensuite. On va voir, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, s'il n'est pas prévu d'agrément en cas de décès, donc les héritiers vont devenir associés. On va regarder donc la situation, qui sont les héritiers au décès de cet associé. Ça peut être le partenaire pacsé s'il y a eu un testament en plus, mais également les enfants bien évidemment. Et donc on va avoir parfois des cas de démembrement sur les parts, mais tout reste envisageable. D'accord. Et bien évidemment, on a aussi la possibilité de verrouiller un peu la société civile immobilière en prévoyant un agrément. Et donc en ayant le pouvoir de décision par l'associé restant, de Oui. savoir s'il intègre ou pas les héritiers de son associé. Donc, en passant par un notaire et en prenant en compte différents aspects, on est en mesure d'amener la SCI dans le sens où on souhaite vraiment que ça soit ficelé. Exactement, là c'est un cas particulier de succession, mais Oui. sur différents thèmes sur le plan civil, il est opportun, c'est vrai, de se renseigner auprès de son notaire. Et donc, lorsqu'on investit dans l'immobilier, on a souvent la pression du vendeur avec une offre qui a été acceptée Oui. et le vendeur qui veut que ça aille très très vite. Donc ça va être difficile de signer, d'organiser les statuts de la société, d'avoir tous les conseils suffisants, prévoir la rédaction, voire l'immatriculation de la société avant la signature du compromis. Mais il est tout à fait possible, en revanche, d'acheter en personne physique au moment du compromis de vente et de prévoir une faculté de substitution. La possibilité de mener encore sa réflexion avec son notaire et si finalement on décide d'exercer cette substitution, c'est être une société qui va finalement acquérir le bien immobilier. Aucune difficulté pour ça, ça fonctionne parfaitement. Pas de risque côté vendeur, puisque l'acquéreur personne physique a son droit de rétractation, c'est vrai, de 10 jours, mais passé ce délai de rétractation, quelle que soit la substitution, il reste tenu et engagé vis-à-vis de son vendeur. À noter, je le précise néanmoins, et c'est important, que la société civile immobilière, elle, lorsqu'elle est déjà constituée, ne bénéficie pas d'un droit de rétractation lorsqu'on achète un bien à usage d'habitation. La société n'a pas ce droit de rétractation, au contraire d'un particulier. C'est pour ça qu'il peut parfois être intéressant d'acheter au moment du compromis en personne physique et de prévoir cette faculté de substitution ultérieurement. Je vous remercie, Maître, de nous apporter cet éclairage en ce qui concerne le fait que la SCI n'a pas de droit de rétractation, donc les fameux 10 jours. Mais par contre, la précision que j'aimerais avoir, c'est lorsque on achète à nom propre avec une faculté de substitution et qu'on n'a pas encore créé sa SCI parce qu'on en parle avec son notaire et qu'on a fait une offre d'achat. Quel est le délai? Est-ce que la création de la SCI pourra-t-elle se faire avant la signature du compromis ou entre le compromis et l'acte authentique? Avant la signature du compromis, puisque le compromis il arrive très vite après la signature Oui. de l'offre, 2-3 semaines environ. Tout à fait. Ce sont les délais habituels. Donc c'est trop juste, mais effectivement tout à fait réalisable. Entre le compromis et l'acte, on a généralement entre 2 et 3 mois pour Oui. la signature d'une vente. Eh bien c'est un délai pleinement suffisant pour constituer la société civile immobilière. Attention néanmoins, lorsque on a une condition d'emprunt que l'on veut acheter en empruntant, Oui. eh bien si c'est la SCI que l'on veut se substituer, c'est la SCI qui doit emprunter. Donc il faut faire les démarches rapidement. Oui. Le notaire est là bien sûr pour accompagner son acquéreur, pour établir éventuellement une attestation comme quoi la société est en cours de constitution et va se porter acquéreur et obtenir et solliciter le financement. C'est pour permettre à la banque d'organiser son dossier et de ne pas prendre du retard
sur l'obtention de l'offre de prêt permettant le financement du prix de vente. Maître, je vous remercie. Vous nous avez parlé de la création de la SCI, du temps qu'il faut pour sa réalisation, des avantages. Avons-nous des inconvénients en ce qui concerne la SCI? Oui, la question se pose, effectivement. Il y a des cas où il est opportun de penser à la société civile immobilière. Il y en a d'autres où la SCI doit être écartée. Il vaut mieux acheter en nom propre. D'accord. Notamment dans notre bassin cannois, vous savez qu'il y a encore, ça reste pratiqué, et j'espère que ça restera encore quelques années, la location meublée saisonnière de type Airbnb. Eh bien, la société civile immobilière, par son nom, elle doit exercer une activité civile, alors que la location meublée saisonnière est une activité réputée être commerciale. Donc déjà, il y a cette incompatibilité, et cette incompatibilité a une conséquence fiscale assez dure pour la société, c'est elle peut être parfois, elle est souvent à l'impôt sur le revenu, donc transparente fiscalement, avec les associés qui doivent déclarer les revenus de la SCI de manière classique, comme s'ils étaient propriétaires en nom propre. Eh bien, s'ils louent de manière saisonnière, ils vont perdre ce régime de l'impôt sur le revenu et passer à l'impôt sur les sociétés, avec une fiscalité qui peut s'avérer plus lourde. Alors attention, il y en a certains qui ont intérêt à acheter avec une société à l'IS et donc ils vont volontairement mettre la société à l'IS. Mais lorsqu'on n'a pas cet objectif-là, attention donc à cette requalification de l'imposition de la société civile immobilière. D'autant que lorsque c'est notre résidence principale que nous détenons via la société civile immobilière, eh bien l'administration est tolérante, elle considère qu'on peut être exonéré en cas de revente du bien, d'exonérer d'impôts sur les plus-values, parce qu'il y a une mise à disposition gratuite de la SCI au profit des associés. Mais lorsqu'on est passé à l'impôt sur les sociétés, on ne bénéficie plus de cette exonération. Donc on a une fiscalité qui va être tout autre en cas de revente du bien immobilier. Ça, c'est un premier point. Oui. Autre point, autre facteur à avoir en tête, c'est l'impôt sur la fortune immobilière. Lorsque l'investissement a une certaine importance et qu'il peut rentrer dans le cadre de l'impôt sur la fortune immobilière, si le bien est destiné à être détenu à titre de résidence principale par les associés, si c'est dans une société, on n'a pas d'abattement particulier. Si on détient le bien en nom propre, on va revendiquer et appliquer un abattement de 30% sur la valeur du bien avant application de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Ça permet de le limiter, voire de l'écarter, de passer sous les seuils de temps en temps. Donc attention à ça, effectivement, puisque la SCI n'en bénéficie pas. Et enfin, bien sûr, la SCI, c'est une contrainte au départ pour la réalisation des statuts, mais également une comptabilité à tenir. Oui. Donc, chaque année, ça peut nécessiter l'intervention d'un expert comptable. Donc, il faut avoir tous ces paramètres en tête pour faire le bon choix entre la SCI ou l'acquisition en nom propre. C'est génial, Maître. Vous venez de nous parler de la SCI, de sa création, de ses avantages, de ses inconvénients. Ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est qu'en fonction de la situation des acquéreurs, ils peuvent décider de passer ou pas par une SCI en prenant en compte que si on veut faire du Airbnb plus que la région s'y prête, il y a la possibilité de changer de statut et de passer sur l'impôt de la société, donc être beaucoup plus imposé. Pour autant, la SCI reste quand même une possibilité qui peut avoir ses avantages dans le cadre d'une acquisition. Je vous remercie pour ces précisions. Je vous en prie, Vassia, avec grand plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une excellente journée et à très bientôt dans un prochain épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. L'agence Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo.